On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. Bien bonsoir à tous. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer ce soir, on va le docteur, Ricard a accepté, notre proposition, de, jouer au jeu des questions-réponses autour de l'immunité. L'immunité qui est un sujet, qui est, vraiment d'actualité avec le contexte sanitaire notamment. Donc on a sélectionné des idées reçues, que donc je vais soumettre, au docteur, Emmanuel Ricard. Et je vais commencer par la première, qui est en fait très générale sur l'immunité. C'est quoi? Les défenses immunitaires, c'est quoi? Alors, d'abord, merci de m'avoir invité et de poser toutes ces questions auxquelles je vais essayer de répondre le plus simplement et de façon, je dirais, le plus pratique possible. Donc, l'immunité, c'est ce qui nous permet de vivre dans un environnement qui est pas forcément conçu pour nous accepter. Donc, l'immunité, c'est à la fois un système de défense qui va nous protéger des ennemis qui sont des ennemis extérieurs, les virus, les bactéries, les parasites, les champignons, mais également d'ennemis intérieurs qui peuvent être les cellules cancéreuses, puisque nous avons régulièrement des cellules cancéreuses qui apparaissent et notre système immunitaire nous en débarrasse. L'immunité, c'est aussi ce qui nous permet de reconnaître ce qui est nous, ce qui nous appartient, et ce qui est étranger, donc ces différents ennemis que je viens vous citer, mais également, si on vous faisait une greffe, cet élément extérieur elle serait reconnu comme étranger et on fait ce qu'on appelle un rejet de greffon. Il y a une période particulière qui est la grossesse, qui est un moment très particulier dans la vie, puisque la femme qui accepte un bébé, son système immunitaire va le tolérer et va accepter une partie qui ne lui appartient pas, puisqu'une partie des gènes et des antigènes est différente des siens, et elle va être tolérée pendant la grossesse et elle va l'accepter durant ces 9 mois. Voilà ce que c'est l'immunité. Alors, elle repose sur un système immunitaire qui est bâti de différentes façons, avec des troupes. C'est ce qu'on mesure dans le sang, mais en fait, il y en a dans le sang ce qui représente ce qu'il y a dans l'ensemble des organes et des tissus. Alors, dans les troupes, on a l'infanterie, c'est ce qu'on appelle les globules blancs, les macrophages, ce que vous voyez quand vous faites une analyse de sang. On a les artilleurs, ceux qui vont fabriquer ce qu'on lance contre les ennemis, c'est-à-dire les anticorps. Et puis, donc ça, c'est les lymphocytes. Et dans les lymphocytes, il y a d'autres troupes spécialisées qui vont être ceux qui régulent, qui vont dire toi, tu vas te déplacer là, tu vas défendre là. Donc ça, c'est, on va dire, l'état-major. Et puis ceux qui régulent les troupes en disant non, là il y a trop de monde, il faut moduler la réponse immunitaire parce qu'elle va être trop grave et on va être trop sur ce front-là et pas assez sur cet autre-là. Et puis il y a ce qu'on appelle les cellules mémoire qui sont les archivistes de l'immunité qui vous disent un tel, oui, on le connaît, on l'a déjà rencontré, celui-là, tu peux le tolérer. Et puis un tel, non, non, celui-là, je ne le connais pas, donc il faut l'attaquer. Et c'est par exemple ce qui est la cause des allergies, puisque normalement, il y a des choses que vous tolérez, et puis un jour, vous ne les tolérez plus. Et à ce moment-là, vous les prenez en grippe, je vais dire, et vous réattaquez là-dessus. C'est ça l'immunité. Après, il y a des frontières, et je m'arrêterai là, puisque font partie de l'immunité la défense des portes. Donc, quand vous avez une éraflure sur la peau, il y a une frontière qui est ouverte, et là, il y a un afflux de troupes pour défendre l'entrée. C'est la même chose au niveau de vos bronches, au niveau de votre estomac, au niveau de votre intestin. Et là, c'est des zones frontières qu'il faut défendre. Voilà un peu ce que je dirais de l'immunité. Simplement, il ne faut pas oublier qu'on a des alliés
et que, en plus de nos troupes à nous, on peut faire des alliances avec des bactéries. On a des bactéries sur la peau qui empêchent, par exemple, d'avoir des champignons qui se développent à certains endroits, les mycoses. Et même chose dans l'intestin, on a ce qu'on appelle le microbiote, qui est toute une panoplie de germes qui sont là pour nous aider à digérer et à nous protéger d'infections qui peuvent rentrer. Voilà ce que je dirais de l'immunité, Virginie. Merci beaucoup pour cette explication très claire. Alors, on entend beaucoup que, en fait, l'immunité, c'est quelque chose dont on doit prendre soin et notamment aussi en hiver. Il faut renforcer son immunité en hiver. Dans les idées reçues qu'on a notées, il y avait notamment autour du sommeil. Donc, est-ce que le manque de sommeil peut impacter, pardon, notre immunité? Alors oui, dans la mesure où le sommeil est un moment de réparation. Et c'est un moment de réparation pour, je dirais, beaucoup d'organes et en particulier pour le système immunitaire puisqu'il recharge ses batteries. On a pu noter que les gens qui avaient des troubles du sommeil font plus d'infections. Donc ça, c'est une première chose. Et on a également le fait que les gens qui travaillent la nuit, qui ont, je dirais, un dérèglement du sommeil dû à leurs activités nocturnes, dû au travail, dû au fait qu'ils sont en horaire alterné, font plus de cancers. C'est vrai, par exemple, pour les infirmières qui travaillent de nuit. C'est vrai pour le personnel navigant, hôtesse de l'air, dont on a vu, par exemple, qu'elle faisait plus de cancers du sein, et c'est sur une cause immunitaire. Pourquoi le sommeil jouerait sur notre immunité? Parce que, en fait, le sommeil régule un certain nombre de facteurs hormonaux. Et alors, ça joue à deux niveaux. Ça va jouer sur des questions d'alimentation. Quand on dort mal, quand on dort peu, on a une augmentation de l'appétit, on a une diminution de la satiété par des hormones qui sont sécrétées pour la satiété et donc on va prendre du poids. Or, en fait, tout le tissu graisseux est un endroit où les infections et les cellules cancéreuses sont cachées et moins accessibles au système immunitaire. Donc, en fait, on fait le lit des infections et des cancers. Après, il y a aussi une régulation du métabolisme. En fait, le matin, avant que vous vous réveillez, vous avez un pic de cortisol. Le cortisol, c'est les mêmes hormones que les corticoïdes, donc des hormones qui jouent sur la régulation du système immunitaire. Et ce pic de cortisol doit vous aider à faire face au stress et aux différentes choses qui vont vous arriver dans la journée. Et ça remobilise tous les organes, tout le système qui se remet en marche le matin, un peu comme un starter où vous envoyez une essence enrichie. C'est à ça que sert le cortisol. Et quand on ne dort pas ou quand on dort peu, ce système de régulation du cortisol est perturbé. Au maximum, ça se voit avec le diabète. Et ça va favoriser une dépression du système immunitaire et donc favoriser les infections. Et on sait que chez les gens qui ont une maladie du cortisol, ils font plus d'infections que les autres et ils ont une dérégulation du nombre de leurs petits soldats des défenses et une moindre efficacité de ceux-ci. Voilà, Virginie, ce que je peux en dire. Donc, je rappellerai que la durée du sommeil, c'est une dizaine d'heures chez les enfants et à peu près 7h30 chez les adultes. Même s'il y a des gens qui ont besoin de peu de sommeil, en moyenne, c'est ça dont on a besoin. Merci. Alors, on a parlé du lien avec l'alimentation, que le manque de sommeil pourrait du coup ouvrir plus l'appétit. Donc justement, je rebondis sur l'alimentation. On entend énormément de choses sur les compléments alimentaires.
notamment sur le magnésium, sur la vitamine C. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, sur les compléments alimentaires, et après je reviendrai sur l'alimentation, les compléments alimentaires, niet. C'est quelque chose qu'il faut proscrire. Toutes les études qu'on a faites montrent que les gens qui prennent des compléments alimentaires ont en général des régimes qui sont plutôt carencés et on n'a pas trouvé d'efficacité des compléments alimentaires sur ni les infections, ni sur le cancer, ni sur des maladies comme le VIH-Sida. Donc, il faut proscrire les compléments alimentaires. Le seul complément alimentaire sur lequel on pourrait dire peut-être un intérêt, c'est la vitamine D. Par exemple, sur les dernières études qui sont en cours par rapport aux gens sur le Covid, les gens qui font, je dirais, la maladie Covid, on les supplémente en vitamine D, ça a l'air d'avoir une efficacité, et ceux qui sont avec des taux moindres ont l'air d'avoir des maladies plus graves. Donc, la seule chose qu'on peut discuter en termes de compléments, c'est prendre de l'huile de foie morue ou s'exposer régulièrement au soleil, sachant que ça me permet de faire une petite digression et je reviens sur l'alimentation. Le soleil à trop grande intensité a un pouvoir dépresseur sur le système immunitaire. Donc, si vous restez trop exposé, ça diminue vos défenses. Voilà. L'alimentation, elle a un autre effet. Donc, j'ai bien développé la question de obésité et surpoids, donc en disant que c'est deux choses qui sont dangereuses et qui diminuent notre immunité. En fait, l'alimentation a un autre lien, qui est de maintenir notre microbiote. Et il y a un truc que vous avez peut-être testé, c'est la tourista. C'est quand vous changez d'univers, quand vous changez de pays, vous changez d'alimentation. Et des fois, vous avez une diarrhée qui s'installe. C'est une diarrhée qui n'est pas due à une infection particulière, c'est simplement que vous changez votre écosystème. Dans le pays où vous arrivez, il y a d'autres germes qui vont remplacer vos propres bactéries, qui sont celles que vous aviez là où vous viviez. Et durant la période d'adaptation, il y a une lutte entre ces différentes bactéries et ça se traduit par une diarrhée qui, en général, n'est pas à traiter. Il faut simplement la traiter de façon symptomatique, pas prendre d'antibiotiques, mais qui va être une sorte de rééquilibrage avec la flore qui est la flore locale. Ce qui montre que nous avons ces alliés qui nous protègent et on a chez les gens qui sont traités avec certains antibiotiques, des diarrhées qui apparaissent avec des septicémies derrière parce qu'il y a certains germes qui prennent le pas sur nos défenses locales et qui vont rompre les barrières et entraîner une dérégulation. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser les antibiotiques avec modération et sur des indications posées par des médecins. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces questions d'alimentation? Donc, cet effet écologique, il n'y a pas d'aliment miracle. Oui, c'est l'autre élément que je voulais parler. Alors, on parle souvent des oxydants, il y a un principe qui est manger des fibres parce que ça va vous permettre d'éliminer et de tapisser votre côlon, donc d'éviter par exemple le cancer colorectal, diminuer vos quantités d'aliments salés et trop sucrés parce que ça joue sur le microbiote dont je parlais tout à l'heure, ça le dérégule. Mais sinon, il n'y a pas d'aliment particulier comme on peut vous en vanter sur certaines épices, le curcuma ou d'autres. On n'a pas démontré d'effet particulier sur l'immunité là-dessus. Pas de régime macrobiotique, pas de plus là-dessus. Voilà ce que je peux dire sur l'alimentation, Virginie. Parfait pour l'alimentation. J'en profite pour vous préciser que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions avec le petit onglet discussion qui est en bas de votre écran.
et on passera le dernier quart d'heure à y répondre. Autre aspect très important, l'activité physique. Est-ce que c'est important? Quel type d'activité physique pour maintenir son immunité? Alors, il y a un lien qui n'est pas encore très bien déterminé, mais il y a des études qui se font là-dessus, entre le muscle et les différents organes. Et on sait qu'en fait, le muscle produit certaines hormones qui ont l'air de jouer sur les différents organes. Ça joue sur notre humeur, ça joue sur la régulation de nos activités endocriniennes, et ça joue aussi sur notre immunité. On n'a pas trouvé aujourd'hui d'explication, parce qu'on sait qu'après l'effort, on a pendant un moment plus de globules blancs qui sortent, qui sont là. On a une diminution après l'effort des lymphocytes, mais on n'a pas trouvé les mécanismes pour expliquer ça et quelle action ça avait. Par contre, on sait que les gens qui ont une activité physique régulière, voire plus importante que modérée, ont une meilleure survie, ont moins de récidives sur les cancers, sur 3 cancers, cancer du côlon, cancer du sein, cancer de la prostate. Et on sait qu'il y a un facteur immunitaire parce que elles ont une meilleure cicatrisation et que ça joue aussi sur ces mécanismes-là. Ça, c'est une première chose. On n'a pas trouvé de démonstration sur est-ce que les grands sportifs faisaient moins d'infections, faisaient moins de choses. Donc, on n'a pas ce lien-là. Par contre, on a des arguments qui sont du côté de l'âge, parce qu'on a pu démontrer que les gens qui ont un certain âge, bientôt comme moi, et à qui on fait une vaccination contre la grippe, on a une meilleure réponse en termes de quantité d'anticorps fabriqués aux vaccinations contre la grippe chez les gens qui ont une activité physique régulière et importante. Et il y a une liaison directe entre le taux d'anticorps produit et la réponse immunitaire qu'on peut voir sur la grippe, mais qu'on peut voir aussi sur d'autres vaccins, par rapport à l'activité physique qu'il y a. Donc, un des conseils, c'est ça, c'est de garder une activité physique régulière le plus longtemps possible, le mieux possible. Activité physique, ce n'est pas forcément du sport, hein, c'est marcher, c'est se promener, c'est faire son jardin et tout ça. Et on sait que ça a un effet bien établi donc, sur ces questions d'infection, de vaccination et de résistance au cancer. Voilà ce que je peux dire sur activité physique, Virginie. Parfait. Une dernière question, Emmanuel, sur le lien entre l'immunité et le lien social, les interactions sociales. On en entend beaucoup parler avec la crise du Covid. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors là, on n'a pas grand-chose entre immunité et lien. On a des choses qui sont clairement démontrées sur le lien social et l'espérance de vie. Les personnes qui ont un bon réseau, qui ont beaucoup d'amis, qui ont beaucoup de gens autour d'eux, ont une espérance de vie qui est plus importante que les gens qui sont isolés. On explique ça par le côté qui serait le fait que quand on a besoin d'aide, on a une facilité à avoir un recours. On a donc de meilleurs soins, je vais dire. Donc, ça ne se jouerait pas sur la prévention et sur l'immunité, ça se jouerait un peu sur l'aptitude à avoir un soutien et des traitements par l'entourage. On a aussi le côté, plus les gens ont du lien, moins ils sont dépressifs, mais on n'a pas de choses non plus entre une diminution du stress du fait que les gens ont un réseau et un lien entre stress et immunité. Ça, ce n'est pas démontré. On n'a pas ça. Donc, pour le lien social, on a des datas des données qui sont vraiment bien établies, mais ce n'est pas en rapport avec l'immunité, c'est plutôt avec
le soutien et l'aide que les gens peuvent avoir au travers de leur réseau social. Voilà ce que je peux en dire. Après, bon, c'est sur des aspects, je dirais, de l'humeur. Et là, c'est pareil, on n'a pas de choses bien établies, bien construites au niveau des modèles entre l'humeur et l'immunité. Voilà, Virginie. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions. Vous avez donc l'onglet discussion. N'hésitez pas à taper vos questions. On a prévu un quart d'heure. Donc, on vous laisse poser vos questions. Moi, j'en ai une première sur... je vois que le docteur ça rejoint. J'en ai une juste sur l'alimentation. Est-ce que on pourrait pas quand même conseiller peut-être des grandes familles d'aliments, bon, sans évidemment être dans les aliments miracles, comme vous le disiez très bien, mais d'être voilà, sur des conseils sur les grandes familles d'aliments et peut-être certains à essayer de consommer plus rarement. Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais si on peut Alors, sur le creuser un peu. cancer, c'est bien établi. Sur les questions je dirais, d'immunité générale, on n'a pas d'éléments particuliers. Si ce n'est d'avoir une alimentation où on a respecté la chaîne du froid de façon à ne pas avoir d'infection ou de toxi-infection alimentaire. Alors, sur le cancer, l'alimentation dont on peut parler, c'est augmenter les fruits et légumes parce qu'un régime riche en fibres est plus intéressant. Pareil, pain complet plutôt que pain blanc pour les mêmes raisons. Il y a un effet protecteur au niveau des muqueuses. C'est comme, si vous voulez, si c'était mieux enrobé et donc moins astringent, pour essayer d'avoir un discours simple. Après, pareil, dans les choses qui sont agressives au niveau de l'estomac et au niveau du côlon, on a tous les aliments qui sont fumés, parce que quand vous faites de la fumée, vous avez des cancérogènes qui se mettent dans les aliments. Et plus vous en ajoutez, plus vous avez un risque de cancer. Ça, c'est particulièrement démontré quand on fait des comparaisons entre l'alimentation, par exemple, dans les pays asiatiques, où ils ont beaucoup de salaisons, fumaisons, et ils ont particulièrement un taux important de cancer de l'estomac, ce qui a beaucoup disparu depuis qu'on a les frigidaires chez nous et qu'on a moins ce type d'alimentation. Voilà. Donc, diminuer les quantités de sel, les produits fumés, salés, donc ça veut dire la charcuterie, donc ça veut dire maximum dans les recommandations 150 grammes de charcuterie par semaine. Et on a aussi la viande rouge, pour lequel on a démontré que ça a une incidence, et donc privilégier poisson et viande blanche. Voilà. Et puis, si vous pouvez rajouter du laitage un peu de temps en temps, c'est pas mal. On a une autre question donc de Sophie, qui voudrait savoir si une cure de probiotiques dans l'année peut être utile. Ça n'a pas montré je dirais, d'efficacité particulière. Après, il y a un effet placebo. C'est-à-dire que les gens qui y croient, ça leur fait du bien. Mais sinon, je ne peux pas vous dire que scientifiquement, c'est démontré. Ok, merci. On a une autre question sur la qualité de l'air. Est-ce que la qualité de l'air peut avoir une influence sur notre immunité? Alors, oui, de deux façons. On sait que les gens qui vivent dans les atmosphères très polluées font plus d'infections respiratoires. Font même des cancers, puisque ça a été démontré chez les mineurs qui travaillaient auprès de machines diesel, qui font plus de cancer du poumon.
Mais le truc le plus évident, c'est l'augmentation des infections, des bronchiolites, des crises asthmatiformes et des infections orales chez les petits enfants, quand il y a beaucoup de pollution autour d'eux. Que ce soit de la pollution extérieure ou de la pollution de l'air intérieur de l'appartement. C'est pour ça, par exemple, qu'on conseille maintenant aux parents qui sont fumeurs d'aller fumer à l'extérieur, première chose, pour ne pas enfumer l'appartement. Et quand je dis enfumer l'appartement, c'est à différents moments. Il y a le moment où on fume, et puis en plus, après, parce que la fumée qui s'est déposée, elle repart. Et c'est aussi pour ça qu'on dit aux parents qui fument de ne pas porter les mêmes habits quand ils fument et quand ils rentrent dans la maison. D'avoir un vêtement avec lequel on fume et de le laisser à l'entrée quand on revient à la maison, parce qu'il y a un relargage. Alors, c'est vrai pour la fumée du tabac, ça en général les gens le savent, mais ça va être vrai aussi avec toutes les bougies, les encens que vous rajoutez ou avec les insecticides que vous mettez en vaporisateur ou en diffuseur. Voilà. Et ça, c'est vrai pour les infections, mais c'est également vrai pour tout ce qui est asthme, puisque l'asthme a une grande composante d'autoréaction, d'auto-immunité. En fait, on finit par réagir contre soi-même. Les produits issus des ruches, la gelée royale, alors ça, je dirais, ça a deux effets. On dit traditionnellement que oui, ça peut avoir un intérêt, ça peut avoir un support. Je rappellerai simplement qu'autrefois, on mettait du miel sur les plaies et que ça avait une des propriétés antiseptiques, clairement. Voilà. Après, les liens sur les cancers hormonodépendants, non, je n'ai pas vu ça. Je ne peux pas vous dire que la gelée royale, le miel ou ces substances-là seraient déconseillées dans les cancers hormonodépendants. Non. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est bien de rappeler, ça me fait rebrancher ça. On a, chez les diabétiques, une immunité qui est diminuée. Les diabétiques font plus d'infections et ont un risque supplémentaire de cancer. Donc, le fait d'avoir du sucre qui est augmenté, qui circule, qui est moins bien régulé, favorise les infections et diminue la qualité de notre immunité. Voilà. Le vin rouge est-il déconseillé? Ben oui, mais pas plus le vin rouge que le vin blanc ou que le pinot des Charentes ou que, je dirais, le cognac, par exemple. C'est l'alcool en général qui a un effet toxique sur nos défenses. Le maximum, on le voit chez les gens qui ont une cirrhose, les gens qui sont cirrhotiques, donc qui ont eu une intoxication alcoolique importante, ont une immunodépression sévère, ils sont par exemple susceptibles d'infections respiratoires et de méningite beaucoup plus que la population classique. Voilà. Est-ce que les produits bio sont meilleurs pour l'immunité? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'a pas d'études grand format qui permettent aujourd'hui d'affirmer cela. On pense que c'est mieux parce qu'on a certains produits toxiques qui, expérimentalement, sur des cellules, ont une action. On a des démonstrations sur certains animaux. Par contre, on n'a pas l'inverse. On n'a pas pu montrer que si on vous donne des produits bio, ça a une meilleure immunité. On sait que certains produits toxiques, donc pour des produits qui ne seraient pas bio, ont une action aggravante sur l'immunité, mais l'inverse n'a pas été démontré. Une autre question, Emmanuel, par rapport aux maladies auto-immunes. Comment on peut expliquer ce mécanisme en fait? Qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune?
Une maladie auto-immune, c'est une dérégulation en fait de la reconnaissance de ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. C'est-à-dire que à un moment, le corps va s'auto-agresser parce qu'il a certaines parties, certains de nos antigènes qui sont nos groupes HLA, donc ce qui nous constitue, qui ne sont plus reconnus comme nous appartenant. Et donc, on fabrique des défenses et on agresse des parties de nous-mêmes. Donc, c'est comme si, pour prendre un exemple, vous commencez par vous ronger les ongles et ensuite vous attaquez directement la peau et vous vous mangez vous-même. C'est ça qui se passe de l'intérieur, c'est-à-dire que nos défenses nous attaquent et vont grignoter et vont entraîner une réaction inflammatoire qui va faire qu'on se détruit progressivement soi-même. Voilà. Et ce qui fait qu'une partie des traitements sur les maladies auto-immunes consiste à donner soit, dans le pire des cas, des traitements qui vont diminuer les réactions immunitaires, donc qui vont diminuer les défenses, soit qui vont en supprimer, sachant que ce qu'on essaye de trouver, c'est ce qu'on appelle des immunomodulateurs, c'est-à-dire des régulateurs de l'immunité. Mais clairement, les maladies auto-immunes sont un dérèglement de la réponse qui est faite soit par l'intensité, mais au départ surtout par la non-reconnaissance correcte de quelque chose qui nous appartient et qui n'est plus reconnu comme étant nous-mêmes. Alors, les causes, on ne sait pas. On pense que des fois, c'est dû à des infections qui sont trop proches de notre propre système d'antigènes et qui font que notre système de défense est perturbé. Il commence à agresser un agresseur extérieur et ensuite, comme l'agresseur extérieur nous ressemble beaucoup, bah, il switch et il attaque notre propre corps parce qu'il le reconnaît comme l'agresseur extérieur qu'il a eu avant. Très bien. On a une autre question de Natacha qui voudrait connaître l'impact de la qualité de l'eau sur l'immunité. L'impact de la qualité de l'eau. Alors, il y a deux parties dans la qualité de l'eau. Il y a la qualité bactériologique et virologique, c'est-à-dire si vous avez une eau qui est polluée par des bactéries ou des virus, ben, vous allez faire les maladies qui sont dues à ces bactéries et les virus. C'est pour ça que les eaux sont traitées. C'est pour ça qu'on n'essaie de pas mélanger les eaux usées et les eaux potables. Et c'est aussi pour ça qu'on met, on met du chlore. C'est pour tuer ce qui serait résiduel. Et si vous laissez de l'eau à l'air libre, au bout d'un moment, ben, elle croupit parce que naturellement, il y a des germes qui s'y mettent et qui prolifèrent. Donc, la qualité de l'eau, elle a une partie qui est virologique, bactériologique, et c'est pour ça qu'il y a des contrôles réguliers, et c'est pour ça qu'on fait tout un système de filtrage, tout un système de chloration et tout un système de nettoyage progressif avec des filtres de très, très petite taille pour laisser passer l'eau, mais pas laisser passer les particules, en particulier les virus qui pourraient s'y trouver. C'est ça l'ultrafiltration. Après, il y a une autre partie qui est les toxiques, et on essaie de ne pas laisser passer des substances qui pourraient avoir un effet destructeur de notre immunité, en particulier les métaux lourds, ou enfin, que ce soit le plomb, le cadmium ou le mercure, qui ont des effets destructeurs sur notre système immunitaire. Donc ça, c'est la partie toxicologique qu'on essaie d'éviter. Voilà. Une dernière question, Emmanuel, de Natacha, qui voudrait connaître l'intérêt des techniques de méditation, de sophrologie par rapport à l'immunité. Alors ça, c'est un champ nouveau sur lequel on est
comment dire, on a des faits, mais on ne sait pas les expliquer. C'est-à-dire qu'on a des gens qui pratiquent la méditation en pleine conscience et on voit qu'il y a des effets sur l'immunité, qu'il y a des effets sur leur santé, clairement. Mais on ne sait pas l'expliquer physiologiquement. Donc, c'est un champ d'exploration et de recherche qui est en train de s'ouvrir. C'est pour ça qu'on a aussi des services qui ouvrent ces activités de méditation en pleine conscience. Mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, si ce n'est que ça se développe, qu'il y a des gens qui sont en train de publier là-dessus et que c'est un champ de recherche, je pense, d'avenir. Mais pour l'instant, sur le fondamental par rapport à l'expérientiel, on n'a pas beaucoup d'éléments documentés. Très bien, merci. Un grand merci, docteur Emmanuel Ricard, pour toutes ces réponses. Je vais laisser la parole au docteur Joma, qui est président du comité, pour conclure cette webconférence. Merci Virginie. Merci Emmanuel. C'était un exposé très intéressant et très clair. Je pense aussi pour les personnes qui ne sont pas dans le domaine médical, beaucoup de choses ont pu être clarifiées. Ils ont entendu des choses intéressantes. Même moi, j'ai appris des choses. J'aurais eu une question, mais ça, après, c'est une autre histoire. J'entends beaucoup mes patients qui me posent la question de savoir si le cancer qu'ils ont eu ont été déclenchés par un épisode de stress ou d'émotion. Et donc, évidemment, question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Est-ce que, effectivement, il y a un lien qui, de toute façon, n'est pas prouvé scientifiquement, hein? Alors, je me suis dit peut-être que justement par le biais du stress ou d'une diminution de l'immunité, il y aurait pu y avoir peut-être quelque chose de cet ordre-là. Aujourd'hui, ce que vous venez de nous dire, c'est que conforter peut-être le fait qu'effectivement, il n'y a pas de relation directe entre l'humeur, le stress, alors, voilà, et le déclenchement d'un cancer, peut-être quelque chose à prouver dans le futur. Et puis l'alimentation, très intéressant parce que je m'intéresse moi personnellement beaucoup à ça. C'est vrai que l'activité réduit le taux de graisse et peut-être par ce biais-là, on peut avoir une amélioration de l'immunité et une lutte contre le cancer qui sera peut-être plus importante. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet exposé.